C'est un mystère de meurtre au Texas. Cette jeune fille, à peine 19 ans, étudiante à l'université, a été retrouvée morte dans la rue quelques heures après un grand match de football universitaire. La police indique qu'elle a chuté de plus d'une douzaine d'étages depuis un immeuble résidentiel. La police précise qu'elle ne traite pas l'affaire comme un homicide. Mais la mère de cette fille affirme qu'il y a bien plus dans cette histoire et qu'elle en a la preuve. Elle affirme que sa fille a été tuée et dit que la police n'en fait pas assez pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Nous enquêtons sur cette affaire pour Law & Crime. Je suis Chris Stewart. C'est le pire cauchemar d'un parent, apprendre par téléphone la mort de son enfant. La situation serait aggravée pour cette famille du Texas, car elle estime que la police n'enquête pas assez sur ce qu'elle pense réellement s'être passé. Voici la jeune fille décédée, Brianna Aguilera, étudiante en deuxième année à Texas A&M. Sa mère a publié un message sur les réseaux sociaux, ce qui fait évoluer l'affaire. Nous en parlerons dans un instant. Mais voici ce que nous savons sur ce qui se serait passé le week-end dernier. À Austin, Texas, Brianna assistait à un grand match de football américain opposant les Aggies du Texas A&M aux Longhorns du Texas. Alors, si vous ne suivez pas le football universitaire, c'est l'un des plus grands matchs de l'année. Et c'est aussi une énorme fête. Apparemment, Brianna est allée à une fête d'avant-match pour le match. On appelle ça le Lone Star Showdown, le samedi soir. On ne sait pas si elle est réellement entrée dans le stade. Le match a débuté vers 18h30. Plusieurs heures après sa fin, vers 1h du matin, Brianna a été retrouvée morte devant un immeuble, dans une rue, par un passant. Les enquêteurs estiment désormais que la jeune femme de 19 ans n'est pas décédée suite à un acte criminel. Sa mère a dit à KSAT-TV que les détectives lui avaient annoncé qu'elle était morte après une chute de 17 étages depuis un appartement au-dessus. Je veux que vous regardiez ici, et ceci provient de Google Earth. Vous pouvez voir à quoi ressemble l'immeuble à Austin, à l'adresse où la police dit que tout cela s'est passé. Vous pouvez voir les balcons à l'extérieur du bâtiment. À ce stade, les enquêteurs pensent que Brianna a sauté. Mais la mère de Brianna prend maintenant la parole, disant que cela n'a pas de sens et qu'il doit y avoir plus dans cette histoire. Non seulement sa mère a dit à KSAT que sa fille n'était pas suicidaire, mais elle affirme aussi que le rêve de sa fille était d'aller à Texas, A&M. Elle vivait ce rêve. Un jour, elle espérait devenir avocate, donc cela n'a tout simplement pas de sens. Mais elle dit aussi qu'il y a des éléments dans l'histoire que la police lui donne qui ne concordent pas. Maintenant, sa mère dit qu'elle a su pour la première fois que quelque chose n'allait pas samedi soir lorsqu'elle a essayé d'appeler sa fille après le match et que Brianna n'a pas répondu. Ce match aurait donc pris fin vers 10h, heure locale. Encore une fois, le coup d'envoi était à 18h30 samedi soir. Et le corps de Brianna a été retrouvé quelques heures après la fin du match, à 1h du matin, dans une rue devant cet immeuble. Sa mère a déclaré à KSAT qu'elle avait appris que le corps de sa fille se trouvait à la morgue vers 16h dimanche après-midi. C'est vraiment une façon horrible, vraiment horrible, pour un parent d'apprendre que sa fille est décédée. La mère dit également que les policiers ont le téléphone portable de sa fille. Selon les policiers, on ignore ce que montre ce téléphone portable. Mais sa mère affirme que le téléphone portable pourrait fournir des indices sur ce qui se passait au moment où Brianna est décédée. Il semble que Brianna soit allée à une fête après le match dans ce complexe d'appartements à Austin, ce grand immeuble avec des balcons. Maintenant, sa mère dit qu'il y avait 15 personnes dans l'appartement lorsque Brianna est décédée. La mère de Brianna affirme que la police ne répond pas à ses questions. Elle a dit à KSAT, je cite, « Il y a beaucoup d'incohérences dans l'histoire. Il m'a dit, en parlant de l'agente de police, qu'elle a sauté, puis il m'a dit que les amis ont dit qu'ils ne connaissaient pas sa localisation. On ignore la disposition de l'appartement où avait lieu la fête. » Ensuite, la mère poursuit en disant que sa fille aurait pu avoir une sorte de confrontation peu de temps avant sa mort. Voici ce qu'elle a dit, je cite, « Il y a eu une bagarre entre ma fille et une autre fille, et elles logeaient toutes dans le même appartement dont j'ai de vrais messages textes, et le détective les a tout simplement ignorés. » Pour l'instant, la police n'a pas commenté cette partie de l'enquête. Il n'est pas clair pourquoi la police affirme ne pas croire que Brianna soit victime d'un homicide ou de quelque chose de plus grave que le fait qu'elle ait sauté d'un immeuble tôt le matin. Quelles preuves la police a-t-elle pour soutenir cette version des faits? Parce qu'ils ne disent pas que c'est une enquête ouverte. Ils disent donc qu'ils ne croient pas qu'il s'agisse d'une enquête pour homicide. Mais ils ont dit qu'ils enquêtaient toujours sur ce qui s'est passé. La police a indiqué aux médias locaux
qu'aucune circonstance suspecte n'entoure la mort de Brianna. Une autopsie confirmera la cause de son décès. Les rapports qui ont un père toxicologique pourraient également révéler ce qu'elle avait dans son organisme au moment de sa mort. Voici maintenant ce que la mère de Brianna a écrit sur Facebook. Et c'est vraiment ce qui a fait passer cette affaire à un autre niveau, au-delà du fait que nous parlons de la perte tragique de quelqu'un qui n'avait que 19 ans et qui avait de grands projets dans sa vie. Voici ce que sa mère a écrit sur Facebook, je cite, Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a tué ma Brie et a donné à tout le groupe d'amis beaucoup de temps pour inventer la même histoire. Ma fille ne sauterait pas du 17e étage d'un immeuble, et qualifier cela de suicide est insensé. Ma fille aimait la vie et avait hâte d'obtenir son diplôme pour poursuivre sa carrière en droit. Le département de police d'Austin et le détective sont inefficaces. Comment se fait-il que certains amis souhaitent un au parti immédiatement et que la personne qui vivait dans l'immeuble ait quitté son appartement dès que possible? Fin de citation. Elle a aussi publié Mi-amour, nous aurons justice. La police d'Austin n'a pas commenté ce qui s'est passé dans l'appartement avant la mort de Brianna. Suite à l'attention portée à cette histoire, de nombreuses personnes ont soutenu la famille de Brianna. Une cagnotte GoFundMe a dépassé 30 000 $ et indique Nos cœurs sont brisés. Dans le but d'alléger le fardeau financier de la mère de Brianna et de ses proches pendant cette période inimaginable, nous demandons à la famille, aux amis et à tous ceux qui connaissaient Bri d'envisager de faire un don. Si vous ne pouvez pas donner, nous vous demandons humblement de garder Brianna et sa famille dans vos pensées et vos prières. Il est également indiqué que les détails entourant ce qui s'est passé ensuite restent flous et que sa mère attend des réponses. Fin de citation. Je souhaite aussi vous lire la déclaration reçue du service de police d'Austin. Et c'est tout ce qu'ils disent pour l'instant. Il est indiqué que le samedi 29 novembre 2025 à 00, heure canon 47, donc vers 1 h du matin, des agents de police d'Austin ont répondu à un signalement concernant une personne inconsciente au 2101 rue Rio Grande. À leur arrivée, les agents ont trouvé une femme adulte inconsciente. La personne a été déclarée décédée sur place à 00 heure 57. Pour l'instant, l'incident n'est pas considéré comme un homicide et rien n'indique des circonstances suspectes. La cause du décès sera déterminée par le médecin légiste du comté de Travis. L'enquête est en cours. Nous sommes maintenant rejoints pour en parler un peu plus, ainsi que des circonstances entourant cette affaire, qui sont certainement intéressantes. Nous verrons si elles deviennent suspectes à l'avenir, par le commandant détective à la retraite, Will Sfellar. Heureux de vous recevoir sur Law and Crime depuis la police de Chicago. Qu'est-ce qui vous frappe jusqu'à présent concernant ce que nous savons sur ce qui est arrivé à Brianna Aguilera, 19 ans? Eh bien, ce qui ressort, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Il semble que le département de police ne divulgue pas beaucoup d'informations. Ce qu'ils ont communiqué, c'est qu'ils ne pensent pas qu'il y ait eu acte criminel, ce qui me paraît un peu étrange à ce stade précoce de l'enquête. À moins qu'il ne se passe des choses en coulisses dont nous ne sommes pas au courant. Donc cela me paraît un peu étrange. Oui, voici la déclaration. Je viens tout juste de la recevoir du département de police d'Austin. Il est indiqué que lorsque les agences sont arrivées sur les lieux, ils ont trouvé une femme adulte qui ne répondait pas. La personne a été déclarée morte sur place à 0 h 57. Pour l'instant, l'incident n'est pas considéré comme un homicide et rien n'indique des circonstances suspectes. La cause du décès sera déterminée par le bureau du médecin légiste du comté de Travis et l'enquête est toujours en cours. Il y a toujours, si je me penche là-dessus et que je creuse peut-être un peu trop, il y a toujours un pour l'instant et l'enquête reste en cours. Qu'est-ce que cela vous dit sur ce qui pourrait se passer en coulisses dans cette affaire? Comme dans toute enquête sur un décès ou un homicide, on attend la conclusion du médecin légiste. Parfois, le médecin légiste attend la fin de l'enquête policière avant de conclure. Désormais, je me fiche de ce qui s'est passé. S'il y a une jeune fille au pied d'un immeuble de 17 étages, c'est un acte criminel. Maintenant, je ne dis pas que c'était un acte criminel, mais ce n'est pas normal. Tu sais, il s'est passé quelque chose là-haut. Ils doivent maintenant interroger tous ceux présents à l'étage dans cet appartement. À quelle heure est-elle arrivée? Dans quel état d'esprit était-elle? Qui était présent? Y a-t-il eu une bagarre, comme l'a évoqué la mère entre deux filles? Tout cela doit être clarifié. Parce que la mère aussi. Parce que, d'un côté, on ne sait pas s'il y a des vidéos de surveillance. Tu sais, ou si quelqu'un a, genre, une sonnette connectée, une caméra à l'intérieur d'un appartement, je ne sais pas s'ils en auraient, ou comme une caméra pour chien, tu vois, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on le saurait, ou que ça aurait été transmis à la mère à un moment donné. Mais s'il n'y a pas de vidéo et que la police pense qu'elle a sauté, comment peux-tu le prouver?
En effet, comment peux-tu le prouver? Je veux dire, sauter, tomber, être jeté. Tu ne vas malheureusement pas apprendre grand-chose des restes parce que c'est un traumatisme sérieux quand tu tombes de 17 étages et que tu atterris sur du béton. Il faut l'apporter à travers des entretiens avec les personnes dans l'appartement. Maintenant, je sais qu'il y avait une possible allégation selon laquelle ils auraient mis leur histoire au point ensemble. Il est impossible de faire raconter la même histoire à 15 personnes, je vous l'assure. 15 personnes vont-elles décider si quelqu'un a tué cette pauvre fille? Combien la couvriront? Ça n'a pas de sens. Mais ils doivent faire ces entretiens pour approfondir. À ce stade, comme le disent les policiers, tu sais, ils pensent bien qu'elle s'est suicidée, qu'elle a sauté de ce balcon de 17 étages. C'est comme, tu sais, apparemment, elle était allée au match. Et je pense que ça s'est probablement terminé, ça s'est terminé vers 10 heures, heure centrale, à Austin. Et puis, ils sont retournés à cet appartement et quelque chose s'est passé à ce moment-là. À quoi ressemblent l'un de ces conversations? S'il y avait 15 personnes dans cet appartement, peut-être des gens qui ont été témoins d'une bagarre, en tant que détective avec toutes ces personnes, comment savez-vous qui était près d'elle au moment des faits? Qui l'a vue en dernier? Comment reconstituez-vous cette chronologie? Des entretiens individuels. Hey, on ne fait jamais d'entretien de groupe. On n'interroge pas deux personnes en même temps. On les prend tous un par un. Ça va prendre du temps. Vous allez utiliser vos ressources et vous allez interroger chacune de ces personnes. Lors du premier entretien, vous recevrez des informations sur certains points, puis devrez réinterroger les personnes. S'il y a des incohérences ou des divergences dans leur récit, vous allez interroger à nouveau ces personnes. Vous direz, trois personnes ont dit ceci, mais vous avez dit cela. Donc, ce n'est pas juste un entretien, c'est plusieurs entretiens. Et il y a des choses qui ressortent des premiers entretiens sur lesquels vous revenez et que vous approfondissez. L'autre aspect, critiqué par la mère, complique aussi la tâche de la police qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pour rebondir sur ce que vous dites, les services de police sont débordés. Mais comprendre ce qui est arrivé à une femme tombée de 17 étages, c'est un cas où ils vont mettre tous leurs efforts. Mais la mère a dit qu'elle critiquait le fait que ces personnes aient été autorisées à quitter les lieux. Comment gérez-vous cela? Ah, si c'est vraiment le cas où il y a 15 personnes, comment gérez-vous une scène comme celle-là? Surtout après qu'un passant semble avoir trouvé la fille, vous savez, trouver Brianna dans la rue, ce qui doit aussi être très difficile pour cette personne. Juste la scène sur laquelle ils sont tombés vers 1 heure du matin. Voici ce qui est étrange dans tout cela. Est-elle allée seule dans une pièce sans être vue un moment? Parce que si quelqu'un l'a vue passer par-dessus la rambarde, ça n'a pas de sens pour moi qu'il n'ait pas donné l'alerte. Tu sais, ça n'a pas de sens pour moi que quelqu'un qui passe par là voit cette fille par hasard. Et encore une fois, comment savent-ils par quelle fenêtre elle est sortie? Comment le savent-ils? Peut-être lors d'entretien, ou parce que quelqu'un a dit on l'a vue à la fête, puis plus. Donc, en ce qui concerne le fait de laisser partir les gens, tu peux détenir des personnes pendant un temps raisonnable, mais tu ne peux pas restreindre leurs mouvements au-delà d'une durée raisonnable. Et ça, tu sais, dans tous les termes juridiques et toutes les affaires légales, c'est toujours une question de raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable? Dans ce cas, tu aurais pu les retenir et discuter. Tu ignores qui était présent à leur arrivée. Il aurait pu rester quatre personnes. Comment tu détermines ça? Donc, la mère croit, et apparemment, elle a des messages textes, mais je ne sais pas si c'est... Je ne crois pas que ceci ait été rendu public. Mais elle a des messages textes qui montrent qu'il y a eu une sorte de confrontation avec une autre fille à cette fête. Comment gères-tu cette approche? Si tu sais que cette personne est tombée, peut-être qu'il n'y a aucune preuve de quelque chose de suspect. C'est suspect, mais existe-t-il une preuve que quelqu'un l'a poussée par la fenêtre ou autre? Comment gères-tu cette histoire sans en faire plus que ce qu'elle est peut-être réellement? Si c'était juste des filles après un match de football, peut-être qu'elles avaient un but pendant la journée, est-ce que c'est un problème qu'elles essayaient d'étouffer ou est-ce que c'était quelque chose de plus grave que ça? Encore une fois, si tu vas devoir mener une enquête là-dessus, tu vas devoir déterminer qui était la personne avec qui elle a eu ce conflit. Tu dois lire ces messages et voir leur contenu. Est-ce que ça te semble être, je veux dire, si c'est quelque chose de continu, de dynamique, où il y a une dispute en cours, est-ce qu'elle va pouvoir envoyer un texto à sa mère pour dire, hé, j'ai un problème avec cette fille? Ou bien est-ce qu'elle arrive à la fête et dit, hé, tu sais quoi, cette fille avec qui j'avais un problème est aussi à cette fête. Donc, tu dois analyser ce que sont ces messages textes, puis tu dois découvrir qui est cette personne et l'interviewer aussi. Encore une fois, si deux personnes entrent dans une pièce avec un balcon et qu'une seule en ressort, c'est un problème. Tu dois comprendre comment tout s'est déroulé grâce à une enquête et des interviews.
Et l'émotion, aussi difficile que cela puisse être pour la famille, évidemment, les émotions ne peuvent pas entrer en jeu ici. Si tu es détective, tu dois mener une enquête correcte et essayer de mettre tes émotions de côté. Cela m'amène à mon point suivant. Je ne pense pas qu'aucun parent ne veuille croire, surtout soudainement, que son enfant puisse avoir des problèmes de santé mentale. Et nous ne savons rien du passé de Brianna, à part qu'elle était fière d'être à Texas A&M et qu'elle voulait devenir avocate, selon sa mère. Et tellement de gens, d'après les réactions que nous avons vues, ont été choqués que cela puisse arriver. Mais en même temps, maintenant vous avez une mère qui dit qu'elle croit que quelqu'un l'a tuée. Elle l'a même écrit sur Facebook. Comment, du point de vue de la police, gérez-vous ce genre de situation? Quand la mère dit: «Eh, je pense qu'il se passe quelque chose de plus ici, j'ai même peut-être des messages à vous montrer pour prouver qu'il se passe quelque chose». Comment équilibrez-vous cela avec peut-être les preuves que vous avez sur place qui ne semblent pas, du moins selon la police à ce stade, indiquer qu'il y ait eu d'autres circonstances qu'une jeune fille qui, selon eux, a sauté du 17e étage de cet immeuble? Quand je dis de ne pas avoir d'émotion, je parle de la phase d'investigation. Au contact des victimes et de leurs familles, il faut faire preuve d'empathie et de compassion, car vous le ressentez sans doute. Je le ressentais chaque fois que je parlais à une famille, peu importe les circonstances. You have to- Vous devez essayer de leur dire les faits, mais il faut aussi se rappeler qu'en tant que parent, si cela arrive à votre enfant, surtout si vous pensez avoir manqué d'éventuels problèmes de santé mentale, quelle chose dévastatrice à ressentir. Peut-être ai-je une part de responsabilité, j'aurais pu aider ou protéger cette fille ou empêcher cela. Donc, c'est un équilibre. Tu dois passer par là pour entendre, écouter, voici ce que dit l'enquête, voici ce que suggèrent les preuves. Je suis vraiment désolé, mais c'est ce que ça donne. Je pense à l'affaire Ellen Greenberg de Philadelphie, où la famille s'est battue pendant des années pour que l'affaire soit rouverte et reconnue comme un meurtre. Et cette affaire a été disséquée avec ses différentes couches et la façon dont on en est arrivé au point où les autorités de Pennsylvanie pensent donc qu'elle s'est donné la mort. Et une grande partie du problème que sa famille soulève, c'est que lorsque la police est arrivée, ils estiment qu'elle n'a pas fait assez sur les lieux. Ils ont conclu au suicide, puis une équipe a nettoyé les lieux et effacé ses preuves à jamais. La situation change complètement quand quelqu'un saute d'un balcon. Mais quand les premiers agents regardent donc la scène et disent, de mon point de vue, que c'est un suicide, quel impact cela a-t-il sur la possibilité que cela devienne un homicide? Et combien de travail cela demande-t-il pour déterminer ce qui s'est réellement passé? La scène d'ouverture est essentielle. En tant que premier intervenant, lorsque vous arrivez sur les lieux au début, c'est à vous de décider ou à la personne qui reçoit l'appel initial. Votre rôle est d'aider les blessés, d'arrêter le suspect en cas de preuve criminelle et de protéger la scène de crime. Vous ne prenez pas de décision. Vous ne devriez jamais appeler et dire hé, écoute, appelle le détective et dis-lui hé, écoute, j'ai un suicide ici. Vous n'en savez rien. Vous devez protéger la scène de crime et ne suggérer aucune idée à qui que ce soit. Laissez les détectives faire leur travail. Il y a une raison pour laquelle ils sont dans la division des détectives, et c'est pour faire leur travail. Donc, en tant que premier agent intervenant, votre responsabilité est de protéger la scène de crime, de sécuriser les témoins et d'attendre les détectives. En ce qui concerne les informations que vous divulguez au public, et surtout maintenant, je veux dire, cette histoire attire beaucoup d'attention parce que la mère a fait les déclarations qu'elle a faites et elle est très catégorique sur le fait qu'elle croit que sa fille a été tuée. Mais la police dit qu'il n'y a aucune preuve de cela. En même temps, ils disent qu'ils ne croyaient pas qu'il s'agisse d'un homicide. Quelles informations vous seraient nécessaires, même confidentielles, pour affirmer que vous doutez qu'elle soit morte tuée par quelqu'un? Et cela ne peut venir que des entretiens avec les personnes présentes dans l'appartement à ce moment-là, à moins qu'elles fassent une déclaration à quelqu'un avant d'entrer dans une pièce. Je ne sais toujours pas comment l'appartement était agencé, où était le balcon, ni ce qui s'est passé. Mais pour faire, et encore une fois, nous en avons parlé plus tôt, pour tirer une conclusion rapidement ou publier une déclaration rapidement, pour dire que nous ne soupçonnons pas de jeu déloyal, c'est une déclaration assez importante, surtout quand vous restez muet sur tout le reste. Et encore une fois, le médecin légiste n'a pas de conclusion. Je connais évidemment la cause du décès, mais la façon dont il est survenu reste à déterminer. Dire dans un communiqué qu'il n'y a pas eu acte criminel montre qu'il dispose sûrement de plus d'informations que ce qu'il partage, obtenues lors des entretiens ou grâce à des preuves matérielles. Je déteste être morbide, hein, mais c'est la réalité.
On en a parlé, on fait face à une scène probablement très difficile. Peut-on encore faire un test toxicologique? C'était un grand match universitaire. Il y a sûrement eu beaucoup d'alcool dans la journée, ce qui a pu jouer un rôle cette nuit-là. Pouvez-vous savoir cela avec l'autopsie et des prélèvements et déterminer ce qu'elle avait dans son organisme au moment de sa mort? Oui, oui, il y aura des organes. Ils feront une analyse toxicologique, incluse dans tout examen post-mortem. Oui, la toxicologie pourra donc être déterminée. Et puis, lorsque vous examinez ces cas et que vous pensez, je suppose, à toutes les circonstances qui les entourent, ce qui s'est passé pendant la journée, les messages textes, comment... Je suppose que ce qui entre en jeu dans la décision d'un service de police concernant les informations à divulguer au public, surtout à ce stade. Et je sais que chaque service de police a, vous savez, des protocoles différents et Austin pourrait garder les choses pas plus confidentielles qu'un service de police en Floride où l'on voit un shérif donner une conférence de presse. Que penseriez-vous, je veux dire, en interne, si vous étiez dans le service de police d'Austin, à propos du fait que, d'accord, cette mère remet un peu en question l'enquête que nous avons menée. Voici la raison pour laquelle nous pensons qu'elle s'est suicidée. Comment gérez-vous ces informations et décidez-vous de les rendre publiques ou non? Tout simplement, je veux dire, vous publiez une déclaration préliminaire, et encore une fois, la plupart des déclarations préliminaires que vous allez publier c'est en cours d'enquête. Vous direz qu'une femme a été retrouvée à ce moment-là, décédée, sans réaction. L'enquête est toujours en cours. Mais comme je l'ai dit, c'est surprenant. Je ne sais pas s'ils ont nié tout jeu déloyal en réaction à la mère, mais on ne fait pas ça. Tu ne peux pas entrer dans un jeu de il a dit, elle a dit avec une victime ou la famille d'une victime. Il faut juste laisser l'enquête suivre son cours et communiquer avec eux. Car tu dois communiquer avec les gens, pas à travers les médias, pas par des canaux officiels. Tu dois aller frapper à la porte. Et tu dois t'asseoir dans la pièce avec la famille d'une victime, leur parler et essayer de comprendre avec eux ce qui s'est passé. Chaque ville est différente. Mais ici, nous saurons probablement la cause du décès, sauf s'il y a eu un événement inconnu dans l'appartement, en fonction de l'endroit où elle a été retrouvée et des faits rapportés. Combien de temps faut-il généralement, par exemple à Chicago, pour obtenir les résultats finaux d'une autopsie et d'une analyse toxicologique? Les analyses toxicologiques, elles y prennent 6 semaines. Tu sauras certaines choses tout de suite. Les analyses toxicologiques durent environ 6 semaines au bureau du médecin légiste du comté de Cook. Concernant la cause du décès, il s'agit probablement d'un traumatisme lié à la chute. Si quelque chose s'est passé dans l'appartement, et je ne dis pas que c'est le cas, soyons clairs, mais si quelque chose s'est vraiment passé à l'intérieur de l'appartement, avec un corps qui est tombé de 17 étages, pourriez-vous quand même déterminer si c'est le cas, simplement en vous basant sur l'état dans lequel il a été retrouvé après une telle chute? S'il s'agit d'une blessure pénétrante, par exemple une blessure par arme blanche ou peut-être une blessure par balle, vous devriez pouvoir déterminer si quelque chose comme ça s'est produit, quoi qu'il arrive. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas, croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas joli à voir. Certaines choses surviennent lors d'un traumatisme, d'autres lors de blessures pénétrantes comme des coups de couteau ou des fusillades, et ce n'est pas, et ça ne va pas le cacher. Oui, bataillé. Et pour ceux qui regardent, enfin, désolé d'être morbide, mais dans ce cas, il faut poser ces questions. Quand des questions surgissent sur une enquête, c'est important. Le commandant détective à la retraite Will Svelar du département de police de Chicago nous aide toujours à analyser ces histoires et à anticiper la suite. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci Chris. C'est tout pour On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois